L'antisémitisme. Alors, on ne va pas du tout encore polémiquer ni quoi que ce soit, on va essayer de comprendre, d'après la Torah, pourquoi y a-t-il l'antisémitisme. Tout d'abord, un constat. On remarque que depuis 3000 ans, depuis que le peuple juif existe, où qu'il soit, c'est trans-historique, c'est trans-géographique, c'est transculturel, c'est trans tout ce que vous voulez, où que le peuple juif soit, il y a bien sûr des philosémites, des gens qui aiment les juifs, mais il y a quand même une grosse partie d'antisémitisme, des gens qui veulent la peau au peuple juif, qui le haïssent, etc., etc., l'antisémitisme. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ça défie toute raison, puisque que ce soit n'importe quel pays, il y a plus ou moins des phénomènes antisémitistes, plus ou moins grands. C'est vrai qu'en Ukraine, en Pologne, c'était très très virulent, alors qu'en Bulgarie, beaucoup moins, dans les pays musulmans, un peu moins dans les pays chrétiens, etc. Mais quand même, il y a une constante, où qu'on soit, d'un point de vue géographique, il y a l'antisémitisme. Deuxièmement, ça transcende aussi l'histoire, puisque vous lisez le livre de Paul Yaakov, l'histoire de l'antisémitisme, c'était aberrant. Il y a de l'antisémitisme déjà chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen-Âge, et jusqu'à aujourd'hui, et dernièrement, tout le monde parle de ça, l'antisémitisme. Donc ça reste un sujet d'actualité, c'est extraordinaire. C'est un sujet d'actualité depuis 3000 ans. Et aussi, ça transcende des différences sociales, puisque vous avez dans l'antisémitisme populaire, et un antisémitisme bourgeois, un antisémitisme de noblesse. Vous avez l'antisémitisme dans toutes les souches sociales d'une société. Et encore une autre chose qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est transpolitique, puisque ça dépasse complètement les champs politiques. C'est vrai que traditionnellement, l'antisémitisme était plutôt d'extrême droite, mais pas vraiment. Pour le 19e siècle, il était la bonne droite bien pensante, était antisémite. Et surtout, Proudhon, qui était un anarchiste dans l'extrême gauche, était un très grand antisémite. Et aujourd'hui, on voit très bien que sous couvert d'antisionisme, il y a un discours carrément antisémite qui est prononcé et formulé par certains mouvements politiques de gauche ou les Verts, etc. Pas tous, mais bien entendu, il y a dans le discours des Verts, en stigmatisant toujours Israël et en oubliant les massacres qui se passent ailleurs, c'est évident, dans des proportions absolument immenses. Israël est accusé dès qu'il y a un tout petit quelque chose, alors que dans des pays où on massacre 200 000 personnes, on s'en offusque pas. C'est de l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme est partout. Il est partout, aussi bien dans le temps, dans l'espace, dans toutes les souches sociales et aussi dans toutes les opinions politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre. Donc la question c'est pourquoi. Alors on pourrait arrêter le cours tout de suite en donnant la réponse que les antisémites donnent eux-mêmes, qui est une réponse qui paraît logique, qui disent si on a un peuple qui à chaque endroit où il est, à chaque temps historique où il soit, il provoque de la haine, c'est peut-être pas à cause des gens, c'est à cause d'eux. Ce qui est une réponse logique. Quand vous avez en logique plusieurs facteurs, 100 facteurs qui se répètent, et que les facteurs seraient un phénomène qui se répète avec 100 facteurs différents, et qu'il y a toujours un même facteur dans les 100 facteurs différents, la science vous dit la causalité du phénomène qui se répète dans 100 facteurs différents, c'est l'élément qui ne change pas. Donc ici, la logique voudrait nous dire que la responsabilité de l'antisémitisme est apportée sur les juifs. Puisque, où qu'ils soient, ça provoque de la haine. Donc c'est bien eux qui sont haïssables en soi. C'est la preuve, minou B, c'est la preuve en soi que le problème que l'antisémite a raison. Puisque, où que soient les juifs, ils sont haïs, donc c'est eux qui provoquent la haine. Bon. Alors, il y a un petit problème d'abord avec ça. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un premier problème, c'est que, non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que si ce que nous reprochent les antisémites s'avère pratiquement toujours faux. Si on était un peuple qui volait, qui tuait, qui détruisait, alors on pourrait dire, bon, c'est un peuple qui tue, qui détruit, qui est où qu'il soit, donc c'est la cause antisémitiste, c'est lui qui provoque la haine. Mais, or, les griefs qu'on porte au peuple juif sont des griefs qui sont tout le temps des griefs fantasmés. Contrôle de l'opinion, contrôle de la presse, contrôle de l'argent mondial, contrôle... vous savez qu'il y avait l'idée du complot. Le livre des protocoles de Sion, qui était un très mauvais, qui a été écrit en 1917 lors de la déclaration de Balfour, qui était en réalité un plagiat d'un livre qui a été écrit contre Napoléon III, d'un pamphlet contre Napoléon III, un très mauvais plagiat d'ailleurs, mais qui a eu un succès mondial. Ça reprend toujours, ça a été après inspiré les nazis et certains extrémistes des frères musulmans, etc. Donc ça a été toujours une source d'inspiration pour l'antisémitisme et dont le texte est un tissu de mensonges. Comme s'il existait
Moi je suis juif, je vis chez les juifs depuis des années, j'ai jamais vu des réunions mystérieuses où il s'agirait de dominer le monde. C'est vraiment la théorie du complot, on va en parler d'ailleurs. Et donc, au contraire, le peuple juif a apporté énormément de choses au monde, aussi bien culturellement qu'il a apporté la religion au monde occidental, il a apporté la religion à l'islam, il a apporté énormément de découvertes scientifiques, il a apporté énormément de production littéraire, énormément de production philosophique, il a été incroyablement bénéfique au monde. Donc ce n'est pas lui qui est la cause de la haine qu'on lui porte. Il faut donc trouver la raison ailleurs. Alors il y a la réponse, on va dire populaire, la réponse un peu bête, jalousie. On jalouserait les juifs partout parce qu'ils réussissent mieux, parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils réussissent à... Bon, ça c'est pas suffisant, c'est pas une réponse suffisante pour expliquer un phénomène d'une telle ampleur historique. Donc on va essayer de comprendre à partir de... On va essayer de comprendre à partir de la Torah elle-même. Alors la Torah nous dit une chose très bien. Vous savez, deux choses. Dès le début de la création du monde, Dieu, dans les psukim, dans les versets, projette toute l'histoire de l'humanité. Et on a Tohu, Bohu, Rocher, Adpnei Atehom. Et nous dit l'enseignement oral, la Torah orale, que ces quatre vocables correspondent à quatre empires qui vont dominer le monde. Tohu, étonnement, c'est la Babylonie. Bohu, confusion, c'est la Perse. Rocher, ténèbres, c'est la Grèce. Théom, c'est l'Empire romain, et avec son prolongement occidental, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Théom, qui veut dire abîme, parce qu'on n'en voit pas la fin. L'Empire occidental se présente comme une civilisation éternelle. Et d'ailleurs, on a l'impression que ça finira jamais. Et donc, il faut bien comprendre que quand on dit il y a des antisémites, on n'a rien dit. Et c'est peut-être ça ce qu'on veut aujourd'hui révéler au monde. Il y a 4 formes d'antisémites qui n'ont peut-être aucun rapport l'un avec l'autre. Il y a certaines personnes qui condensent les 4 formes d'antisémites, certains 2, certains 3, certains 4, certains 1. Vous avez 4 formes d'antisémitisme qui sont très différents. Ils ont un point commun, tous, qu'on expliquera à la fin, mais en tous les cas, ils sont très 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 différents. Et ils sont le pendant de ces 4 moments de l'humanité. Babylonie, Perse, Grèce, Rome. Et ces 4 griefs différents qui sont faits aux Juifs, et ces 4 haines différentes, qui sont eux-mêmes liés à cette identité de l'humanité, parce que l'humanité est constituée par ces 4 dimensions. Et l'antisémitisme va s'exprimer à partir de ces 4 facettes de l'humanité. Alors, il faut bien comprendre que ces 4 facettes de l'humanité sont des facettes qui vont essayer de réquisitionner la notion de l'absolu et l'opposer à la Torah, l'opposer à la révélation. Babylonie, c'est la gloire humaine, c'est la beauté. C'est l'extraordinaire puissance de l'homme. La Perse, c'est la toute-puissance du corps, le plaisir. La Grèce, c'est la pensée autonome, c'est la philosophie. La Rome, l'Occident, c'est la récupération intégrale de toute altérité pour la façonner dans une identité commune. Alors on va expliquer ces 4 facettes qui produisent 4 formes d'antisémitisme. Et aujourd'hui, on a 4 formes d'antisémites. Vous avez des antisémites babyloniens, vous avez des antisémites perses, vous avez des antisémites grecs, vous avez des antisémites romains. Alors, quel est l'antisémitisme, par exemple, babylonien? Commençons par le début. Alors, c'est très simple. C'est l'antisémitisme peut-être le plus haut, le plus noble, le moins violent, peut-être, pas tout le temps, mais on va dire qu'historiquement, c'est le moins violent. C'est celui qui inspire, qui est dans l'inspiration, dans le terreau idéologique, dans le terreau philosophique, et la volonté de bâtir une humanité qui se fonde elle-même, à partir d'elle-même. Bien sûr qu'on peut rajouter du divin, de la religion là-dessus, mais ça sera complémentaire. Fondamentalement, l'homme est associé à une identité qui est liée à la beauté du lieu, à la beauté de la nation, à la beauté du sol, à la beauté d'une vérité ontologique qui touche chaque peuple. Et donc chaque peuple a une beauté, chaque peuple a une grandeur, chaque peuple est élu par Dieu pour apporter quelque chose au monde.
Chaque peuple respire d'une poésie fantastique qui est la palpitation intime de son âme. Chaque peuple peut voir dans le peuple juif un danger pour son identité. Pourquoi? Parce que le peuple juif est transfrontière. Le peuple juif est universel. Le peuple juif est porteur d'une vérité qu'est la Torah, qu'est la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, qui dit la vérité beaucoup plus fortement, beaucoup plus intensément que toute vérité locale, fût-elle universelle. Cette vérité locale peut prendre des dimensions universelles. La culture grecque est devenue universelle. Mais ça ne change pas au Shpillik. La Torah est une parole qui, en essence, abolit l'absolu de la présence physique de la beauté dans laquelle on appartient. D'où un danger phénoménal. Le juif est dangereux pour l'identité nationale. Le juif est dangereux pour l'identité paganiste d'un rapport à la nature. Le juif est dangereux parce qu'il est le reflet d'une lumière divine qui annule la fascination idolâtre et absolue du rapport au lieu, au géographique, à la sacralisation de la terre. Et donc on a une première forme d'antisémitisme qui est l'enfermement wagnérien, on pourrait dire, Wagner et d'autres, chez qui Dostoïevski, chez qui il y avait une très forte revendication, non pas que nationale, germaine ou russe ou slave, où ces personnes essayaient de vivre leur identité humaine comme un absolu. Et ils voyaient dans le juif, dans leur propre société, quelque chose qui était, et d'ailleurs c'est mondialiste, transfrontalière, abolissant le rapport sacré qu'on a à la terre, le rapport sacré qu'on a à son identité, etc. etc. D'ailleurs, ce genre d'argument antisémitique que j'appelle, c'est le plus haut, c'est la forme la plus haute, elle est d'ailleurs souvent pas violente, cette forme d'antisémitisme. Moins violente que les autres. Parce que c'est la partie noble de l'antisémitisme, si on peut dire. C'est la partie où les personnes se sentent simplement menacées dans leur identité, parce qu'ils sont confrontés à une identité plus forte que la leur, plus forte au sens où elle prend directement sa parole et son intensité de la révélation divine, qui par définition abolit le caractère absolu du paganisme et du rapport local à la nature, à la terre, à la patrie. Et donc cet antisémitisme est un antisémitisme qui se retrouve aujourd'hui quand on reproche aux juifs, par exemple, d'avoir une vision du monde mondialiste, qui ne prend pas assez en charge les intérêts nationaux dans lesquels ils vivent. On attaque beaucoup certains économistes qui parlent de la Banque mondiale, l'idée de la Banque mondiale, l'idée de l'ONU, tout ça, vous savez, la théorie du complot. C'est les juifs qui ont inventé ces institutions mondialistes pour justement, par la bande, désamorcer la puissance des nations, etc. etc. C'est un discours antisémite qui existe aujourd'hui, qui n'est pas du tout majoritaire. Ce discours antisémite était très 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 fort au XVIIIe, au XIXe siècle. Au XIXe siècle surtout, notamment. Où on voyait dans les Juifs véritablement un danger pour la cohérence nationale, pour la cohérence du clan. Et surtout, pour une sorte qu'apporter des idées, qu'apporter des concepts qui venaient brouiller le rapport sacré qu'on avait avec le sol patrie, avec la mère patrie. Parce qu'ils portaient en eux, dans leur respiration d'âme, quelque chose qui excédait, qui affranchissait de cette fascination pour le sol et la patrie. C'est une première forme d'antisémitisme, j'appelle ça les antisémitismes babyloniens. On a une deuxième forme d'antisémitisme, c'est la Perse. Or la Perse, c'est une civilisation qui réquisitionne le lieu de l'absolu, qui essaie de façonner le lieu de l'absolu à partir d'une existence corporelle. L'existence corporelle, par exemple, on voit dans le texte biblique du livre d'Esther, que les femmes ont resté 180 jours dans des dans des bains de lait pour avoir la peau douce. Les repas reduraient 180 jours. C'était vraiment, on a un peu de mal à imaginer cela. C'était une civilisation qui tournait autour du plaisir, du corps. Mais ce n'était pas simplement des affreux jouisseurs. C'était une civilisation qui était basée sur le manque, sur la frustration. Le corps, ce qui définit le plus le corps, c'est que le corps est toujours en manque, il a besoin
de combler ce manque. C'est intéressant de voir ça. Il y a des gens qui vivent de façon corporelle. Ça veut dire quoi de vivre de façon corporelle? Ça veut dire je crée des manques parce que je m'ennuie. Le fumeur, il a pas besoin de fumer. Dès qu'il fume, il a besoin de fumer. Et quand il fume sa cigarette, je fais des trous et je comble les trous. C'est ça de façon corporelle. Il y a des gens, ils s'énervent avec leur femme, pas du tout parce qu'ils veulent s'énerver. Inconsciemment, ils s'énervent avec leur femme juste pour pouvoir... ils n'ont pas de relation en vérité. Donc ils s'énervent pour pouvoir créer un trou, un manque qu'il faut réparer maintenant. Ah, on va se retrouver en comblant les trous. Il y en a qui sont encore plus pervers, qui s'énervent avec leur femme pour s'énerver bien un bon coup, pour aller après fumer la cigarette sur le balcon. Ah, elle est meilleure. C'est comme ça, c'est une façon de vivre, faire des trous, toujours s'aliéner, et c'est la frustration. Or, un antisémitisme perce, et celui-là par contre c'est le plus bas. J'appellerais celui-là l'antisémitisme du ressentiment. Ça veut dire que on va expliquer tous ces manques, tous ces échecs, toute sa nullité, à cause des Juifs. C'est l'antisémitisme le plus ignoble. Ça veut dire que le Juif sera toujours l'image qui renvoie à ma frustration, on va détester les États-Unis, mais comme les États-Unis c'est un peu loin, on va haïr l'arrogance américaine, mais comme c'est un peu loin, eh ben c'est le Juif qui est le représentant de l'Amérique ici. Et pour le capitaliste, le Juif c'est qui? C'est terrible, c'est un danger public. Pourquoi? Parce que c'est le révolutionnaire. Et pour le révolutionnaire, le Juif c'est qui? C'est le capitaliste qui amasse de l'argent, etc., etc. L'autre, l'ennemi, celui qui réussit et qui, moi, je ne réussis pas, ce sera toujours le Juif. C'est la notion de projeter la perte de sa propre pureté, la perte de sa propre grandeur. Au lieu de l'accepter, au lieu de le voir comme c'est, on se raconte des histoires et on a focalisé sa haine, au lieu d'avoir la haine de sa propre échec, la haine de sa propre nullité. On remplace la haine de sa propre nullité par la haine du Juif. Et celui-là est très violent, cet antisémitisme. La Perse, d'ailleurs ça correspond tout à fait, voulait détruire comme Hitler tous les Juifs. Enfants, femmes, l'histoire de Esther, Achashvérosh, le roi Achashvérosh, avec Aman, son premier ministre, qui était un nazi de l'époque, voulait détruire tout le peuple. Cet antisémitisme du ressentiment, il est très violent. C'est celui qui provoque des gens qui tuent, qui assassinent, qui font des pogroms, qui tuent de façon lâche et misérable des enfants. Ça, c'est le ressentiment. Je suis nul, donc en haïssant celui qui a la lumière de Dieu, je deviens grand. Donc c'est une façon nullissime d'exister. Corporelle. C'est-à-dire, j'ai un manque, et je comble ce trou par la haine du Juif. C'est un des antisémitismes les plus horribles. C'est sûrement le plus horrible. Alors celui-là, il faut comprendre que c'est celui qui développe tout le temps cette notion du complot. Une des formes d'antisémitisme, c'est toujours d'inventer des histoires. Je ne vois pas d'autres mots. Je vois pas d'autres mots. L'histoire du complot, l'histoire des réseaux. On voit toujours que c'est les Juifs qui font l'attentat du 11 septembre. Les deux tours qui sont écroulés, c'est les Juifs. Hein. C'est les Juifs qui ont fait ça, bien sûr. C'est pas Al-Qaïda, c'est les Juifs. Et tous les révolutions, c'est les Juifs. Et la bourse qui a craqué en 29, c'est les Juifs. C'est toujours les Juifs. C'est des complots. Parce que le complot, c'est que, justement, quand quelqu'un, cette dimension perce dans l'humain, qui est la frustration, qui est de rendre absolue la présence de soi à soi par rapport à son corps. Tout ce qui dépasse un peu est haïssable. Et donc cette haine-là, elle est terrible, parce qu'elle va inventer des histoires à dormir debout, et elle va surtout expliquer le monde à partir d'une folie, c'est plus ou moins fou, à partir d'histoires complètement inventées qu'on va attribuer aux Juifs. C'est la théorie du complot, c'est la théorie de la conspiration, c'est le ressentiment, c'est l'horreur absolue. Ça, c'est l'antisémitisme. Perse, quand vous le rencontrez, sauvez-vous en courant, il est dangereux. Il est dangereux. Parce que quand il vous haït, en réalité, c'est lui-même qu'il se hait. C'est la haine de lui-même qui n'est pas avouée et qui n'est pas admise, qui est projetée sur l'autre. Celle-là est très dangereuse. Le premier antisémitisme babylonien, on les combat aussi, on n'est pas d'accord avec eux, bien entendu, c'est une idiotie, mais on comprend, je les comprends presque. Il n'y en a presque plus, parce que les identités, elles ont été détruites par la modernité. Mais je comprends que quelqu'un dise, écoutez, moi je veux vivre dans ma petite Suisse natale,
près de mes vaches et de mes clochers, et de mes beaux sommets enneigés, j'ai pas du tout envie qu'on ouvre un restaurant cachère, couscous, je sais pas quoi, ou gefilte fish dans mon village. Ça détruit l'unité culturelle et poétique de la façon où je vivais. C'est regrettable de ne pas accepter l'altérité exacte, mais c'est pas violent. Le deuxième antisémitisme, père, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Parce que lui, il s'en fiche de l'identité, c'est pas son problème, l'identité. Son problème, c'est qu'il voit dans le juif l'image même de ça. Le juif est l'extraordinaire instrument pour assouvir sa haine. Et d'où vient sa haine? C'est la haine de tout, la haine de l'homme, la haine de la réussite, la haine de la lumière, la haine de la vérité. Et donc cette haine-là, elle produit un discours mensonger, mais tellement hallucinatoire, qu'il a sa propre cohérence. Troisième forme d'antisémitisme, qui est aujourd'hui très à la mode, c'est l'antisémitisme grec. La Grèce, c'est la pensée autonome, c'est universel. C'est, je dirais, l'abolition du prédicat. On n'a rien contre les juifs. Rien du tout. Les juifs, en tant que personne, je les aime autant qu'un noir, qu'un jaune, qu'un indien, il n'y a aucun problème. Ce que je ne supporte pas, c'est que quelqu'un se présente comme juif. En d'autres termes, l'antisémitisme grec, il te dit, pour moi, le juif n'existe pas. Ce qui est extraordinaire, parce qu'ils vous disent toute la journée, le juif n'existe. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de chrétien, il y a quoi? Il y a des hommes. Ça fait très bien comme phrase. Certains l'ont dit sur les médias. Ah oui, alors comment ça se fait que tout le temps on stigmatise les juifs qui n'existent pas? Comment ça se fait qu'on parle toujours d'un peuple qui n'existe pas? Bon, ça c'est une des nombreuses contradictions logiques et psychologiques des antisémites. Mais cet antisémitisme-là a l'air moins dangereux que les autres, parce qu'il n'est pas violent, soi-disant, mais il est très dangereux. Parce que cet antisémitisme qui dit, c'est pas comme le premier identitaire, c'est pas comme le deuxième, le ressentiment, que quoi, il y a sûrement aussi, là aussi, du ressentiment, mais on va dire qu'on parle maintenant, c'est un antisémitisme qui ne supporte pas qu'on affiche une identité spirituelle qui casse avec l'histoire, qui casse avec le présent, qui casse avec l'universel bébête, où tout le monde devrait être pareil, et qu'il n'y a plus de différence entre les gens, etc., etc. Ce qui est pointé ici, c'est la haine de la Torah. Pas la haine portant de la personne, la haine de la Torah. C'est-à-dire la haine d'un peuple qui serait porteur d'une vérité, d'une luminosité thoraïque, divine, qui a été donnée au Sinaï, qui a d'ailleurs bouleversé le monde, on ne peut pas le nier, puisque le judaïsme a tout bonnement construit culturellement l'histoire de l'humanité. Sans le judaïsme, il n'y avait pas de christianisme, sans le christianisme, c'est une humanité complètement différente. Sans le judaïsme, il n'y avait pas d'islam. Donc une humanité complètement différente, etc., etc. Je ne veux pas continuer en parlant de Marx, Durkheim, Freud. Le judaïsme a complètement métamorphosé l'histoire de l'humanité. Or de vouloir nier le juif, cette Torah magnifique, qui est l'enseignement de la vérité qui a bouleversé l'humanité, qui a apporté la lumière à l'humanité, c'est vouloir détruire la beauté elle-même, la vérité elle-même, la révélation elle-même. Et donc, sous couvert d'un discours humaniste, on est tous pareils, pourquoi est-ce que tu affiches ta judaïté? Lui, le Corse n'a pas besoin d'afficher sa corsitude, le Breton, sa bretonnerie, chacun vit, voilà. On est maintenant tous pareils, hein. Ça suffit d'être juif, il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de chrétien, il n'y a personne. Il y a des hommes. Oh, là, ça a l'air très beau. Mais en réalité, c'est la haine de l'homme. Parce que l'homme n'est homme, comme la Torah le dit, Adam, c'est l'anagramme de Méhod, qui veut dire beaucoup, l'homme n'est homme que s'il est porteur de quelque chose qui dépasse son identité humaine. On n'est pas des bêtes, on est des hommes. Antisémitisme très dangereux, très à la mode aujourd'hui. Parce que les gens peuvent avoir un discours comme ça en se dédouanant dans le discours même de l'antisémitisme. Je ne suis pas du tout antisémite, mais pas du tout. Mon meilleur ami il est juif. Et moi je veux avoir des juifs à ma table, j'ai aucun problème. Mais ne venez pas avec votre kippa là-haut. Ne venez pas nous embêter avec votre filine et votre cache-route et vos histoires. On est tous pareils, ça suffit. Ça a l'air sympa, ça n'a pas l'air antisémite, c'est de l'antisémitisme. Parce que c'est le refus de l'autre dans sa différence. Comment ça se fait que les mêmes personnes, s'il y a un Africain arrivé avec sa coutume et tout, ça les dérangerait pas du tout? Pas du tout. On est tous hommes, ils s'en fichent complètement. Au contraire, ils trouver ça sympathique, la personne respecte sa propre culture. Dès qu'il s'agit des juifs, non, surtout pas. Donc c'est la Grèce. La Grèce a voulu détruire
a voulu universaliser la raison, universaliser la pensée au point où il n'y a plus de différence. Parce qu'il faut bien comprendre que la Torah, ce n'est pas une culture parmi les cultures. La Torah, c'est l'éruption d'une mécanique conceptuelle qui détruit, qui rend presque risible le discours philosophique. Quand on étudie le Talmud, vraiment, on s'en rend compte. Quand on étudie vraiment le Talmud, on voit que la hauteur conceptuelle est tellement haute que Kant, Hegel, bon, c'est rigolo à côté. Et ça, il ne supporte pas. Quatrième antisémitisme. Le dernier, Edom. Alors Edom, c'est lié au christianisme, à la chrétienté. Rome, la Rome chrétienne. Ça veut dire cette notion antisémitiste très profonde, très très profonde, qui est une histoire qui n'a pas été encore réglée complètement en Occident, et par l'islam aussi, parce que ça renvoie aussi à l'islam, que le peuple juif, la Torah, étant la mère génératrice de ces civilisations, le Coran étant d'inspiration totale biblique, le christianisme étant totalement descendant du judaïsme, il y a une tentation de détruire le père, de détruire l'origine, de gommer la vérité de ceux qui m'a donné la vérité. Pourquoi? Parce que cette religion, ces identités se sont faites, par définition, en changeant le texte originel, en changeant, en cassant, en masquant, en tordant. Et donc, c'est très gênant de voir un juif qui est le miroir de notre mensonge. Et ça va plus loin que ça. Chaque personne humaine est constituée à l'intérieur d'elle-même par une part de juif. Parce que le juif est à l'origine, le juif ou la Torah, et le juif étant le dépositaire de la Torah, c'est la même chose. Il est l'origine de tout, pratiquement de tout. Et donc, quand quelqu'un se bâtit en vouloir... C'est très difficile d'admettre que l'autre, c'est moi. Très très difficile. On préfère éliminer l'autre. Parce que l'autre, c'est moi, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas vraiment moi. Parce que si je n'arrive pas... Un vrai philosémite, un vrai, très des faux philosémites, quelqu'un qui aime vraiment les juifs, c'est quelqu'un qui a accepté de découvrir en lui la lumière juive enfouie en lui. Mais c'est très difficile. Comme c'est beaucoup plus facile de dire, c'est dépassé, allez, c'est fini, on passe à autre chose, et de ne pas rendre compte, de ne pas donner le poids réel à l'origine judaïque de l'Occident et de l'islam. Et là, on a un antisémitisme très très brouillé, très difficile sur les identités. C'est un rapport à la vérité ici. Et là, c'est un rapport à la vérité. Dans ces quatre façons d'être antisémite, on les retrouve aujourd'hui chez des gens. Il y a des gens qui sont antisémitistes mode babylonienne. Il y a des gens qui sont antisémitistes mode perse, mode grec, mode romain. Mais ils ont tous un point commun. C'est de ne pas reconnaître le Yud. Vous savez, le monde a été créé par ces quatre, par la lettre E. La lettre E, c'est le Dalet et le Yud. Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Le monde en expansion, certains diraient que le Dalet, c'est la croix chrétienne qui domine le monde, l'Occident. C'est le monde. Et le monde, il veut développer une pensée, une logique, un discours qui s'auto-affirme comme absolu. Mais le Yud, le He, c'est un Dalet et un Yud. Dalet et un Yud. Le Yud, c'est ce petit point infini que la divinité. Ces quatre, ce Dalet, ces quatre, c'est bien entendu ces 4 empires. C'est toute l'humanité. Et le Yud, qui est intégré dans le Dalet, ça fait une seule lettre. C'est le peuple juif. Qui est comparé à la lune, parce que comme la lune reflète une lumière du soleil, qui n'est pas elle-même, le peuple juif est le reflet de l'absolue parole de Dieu, c'est tout. C'est tout. Et l'antisémitisme ne veut pas accepter la transcendance. Ça, c'est valable aux 4. Bien sûr qu'ils peuvent être très, très religieux, très très religieux. Mais ils veulent être religieux à partir d'une modalité terrestre, à partir de leur propre histoire. Ils ne veulent pas accepter la vraie parole de Dieu. Et la teshuva, le repentir universel, que les juifs doivent faire, que les non-juifs doivent faire, c'est quand chacun sera à sa place. Il n'y a pas de haine ontologique. Il y a une haine, bien entendu, elle existe, il y a même une halakha. Mais le Yud et le Dalet, ça fait le He. Le He, c'est avec lequel le monde a été créé. Donc à un moment donné, il faudra bien trouver une sorte de paix. Bon, ça c'est quand le Mashiach viendra, où tout le monde se tiendra la main. Sauf ceux qui veulent absolument la destruction du peuple d'Israël, de la Torah, eux, ils ne pourront pas rester. Mais l'antisémitisme, dans son origine, est tout simplement
chacun à sa façon, aux 4 modalités qu'on a évoquées ce soir, chacun à sa façon refuse la dimension d'absolu, de vérité divine qu'il y a dans le monde, qui sont symbolisées par le juif. Qu'il soit religieux ou pas, le juif, ça ne change pas. Il est le reflet de Dieu sur terre. Et tant que le Dalet ne reconnaît pas le Yud, il y aura des malheurs. Et tant que le Yud, qui est le peuple juif, ne comprend pas que quand il fait la Torah, c'est pour le monde entier, il y aura aussi des malheurs. On arrivera un petit peu à améliorer le monde quand, par l'extraordinaire beauté des rabbinim, des grands sages d'Israël, quand on verra un peu cette beauté, quand on verra un peu cette grandeur, quand on verra que c'est des gens qui passent leur vie pour essayer de sauver le monde et d'améliorer le monde, quand les gens comprendront un peu que c'est quand même pas un hasard si le monde a été tellement bouleversé par la Torah, c'est pas un hasard. C'est autant de pays, autant des milliards de personnes qui vivent au jour le jour, sont influencés par cette Torah, par cette Bible, par cette vérité que le peuple juif a apportée au monde. C'est pas un hasard. Un peu de reconnaissance, un peu d'intelligence. Quand les gens comprendront un tout petit peu cela, et quand nous, le peuple juif, on sera capable de l'exprimer peut-être de façon un peu mieux, cet amour qu'on a pour l'humanité aussi, quand on sera capable de faire ce lien, eh bien le Mashiach, le Messie, sera tout prêt. Bezrat Hashem, Alevay Alenu.